Imaginez un instant que vous puissiez quitter la Terre, vous élever et passer à travers les nuages, dépasser les planètes et les étoiles, et que vous continuez encore et encore. Et ça, jusqu'à atteindre ce que l'on pourrait appeler les confins de l'univers. Mais alors, qu'est-ce que vous croiserez sur votre chemin? À quel point notre planète est-elle insignifiante dans cet espace? Et jusqu'où iriez-vous? On peut alors se demander à quel point notre univers est grand. Plongeons dans l'infiniment grand, au travers des plus grandes galaxies et des plus grandes structures que l'univers ait connues. Allons le plus loin possible et voyons toutes les choses formidables qui vous attendent durant notre voyage. Aujourd'hui, nous partons explorer l'infiniment grand et commençons par le commencement, à partir du moment où on a commencé à s'interroger sur notre ciel. Alors il est vrai qu'au tout début de notre civilisation, l'idée qu'il y ait autre chose que notre planète ne nous traversait même pas l'esprit. Découvrir de nouveaux continents et explorer de nouvelles terres inconnues étaient déjà des exploits inconcevables pour nous. Mais un jour, certains ont commencé à se poser des questions sur le ciel, qui contenait des points lumineux. On commence alors avec Aristarque de Samos. Vers l'an 350 avant Jésus-Christ, il était le premier à dire que les mouvements des corps célestes pouvaient s'expliquer par la rotation des planètes du système solaire autour du Soleil. Et donc que la Terre pouvait potentiellement tourner autour du Soleil. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de l'héliocentrisme. Bon, le problème c'est qu'à l'époque, imaginer que la Terre n'était pas au centre était inconcevable pour la majorité des penseurs. Et finalement, ce n'est qu'au XVIe siècle où Nicolas Copernic ressort cette idée de l'héliocentrisme. Quelques années plus tard, en 1609, Galilée créa la première lunette astronomique. Il a observé les 4 lunes les plus brillantes de Jupiter et il démontra qu'elles tournaient autour de cette planète. C'est donc une révélation majeure. Tout ne tournait pas donc autour de la Terre. Pour la première fois, les hommes comprenaient que leur place dans le cosmos était bien plus petite que ce qu'ils avaient imaginé. Après ces découvertes, les lunettes astronomiques nous ont permis d'observer d'autres planètes de notre système solaire. On a pu admirer des merveilles telles que les anneaux de Saturne, mais aussi les calottes polaires sur Mars. Sauf que notre curiosité ne va pas s'arrêter là. Avec des télescopes de plus en plus puissants, comme ceux de Kepler ou de Newton, on a pu voir au-delà de notre système solaire. On a commencé à voir d'autres étoiles et on a découvert que notre Soleil n'était qu'une étoile parmi tant d'autres dans notre galaxie qu'est la Voie lactée. Chaque étoile que nous observons est donc en réalité un autre potentiel système planétaire. Puis après, on a augmenté notre champ en observant non plus des étoiles, mais des galaxies. Ça nous a donc permis de voir des milliards et des milliards de galaxies contenant chacune des centaines de milliards d'étoiles. Les images de ces télescopes ont transformé notre vision de l'univers, nous montrant un domaine immense et complexe. Cette découverte nous amène donc à nous demander si cet univers ne serait pas en réalité infini. Sinon, quelles sont ses limites? Et quelle taille a-t-il? Notre perception de l'univers est vraiment liée à la manière dont nous vivons dans notre quotidien. Je m'explique. En tant qu'humain, on perçoit la taille et la distance des objets à partir de ce qu'on connaît. Notre corps, les bâtiments, les montagnes, les routes. Par exemple, une structure aussi impressionnante que la Tour Eiffel, qui mesure 312 mètres, peut nous paraître immense. Pourtant, à l'échelle de la Terre, cet édifice est relativement petit. Prenons une comparaison avec le mont Everest, qui mesure 8848 mètres d'altitude, soit presque 30 fois la hauteur de la Tour Eiffel. Déjà à cette échelle, il est plus compliqué de visualiser la hauteur de ces montagnes. Et donc sur Terre, on utilise des unités de mesure qui sont adaptées à notre expérience quotidienne, qui sont le mètre et le kilomètre. Ces unités sont pratiques pour mesurer la distance entre deux villes, ou bien la hauteur d'un bâtiment, ou même la distance parcourue en voiture. Mais une fois que nous dépassons ces frontières terrestres, ces unités deviennent inadaptées pour saisir l'immensité de l'univers. Prenons l'exemple de la distance qui nous sépare de la Lune. Elle est d'environ 384 400 km. C'est une distance difficile à visualiser parce qu'on n'est pas habitué à des chiffres aussi grands. De la même manière, le Soleil, qui est notre étoile la plus proche, est à environ 149 600 000 km. Bon, là c'est encore moins facile à visualiser. Ces nombres sont si grands qu'ils échappent à notre expérience quotidienne. Même si nous pouvons conduire sur des centaines de kilomètres en voiture, traverser de telles distances est au-delà de ce que nous pouvons réellement comprendre en tant que simple être humain. Pour mieux appréhender ces grandes distances, il est possible de les ramener à notre échelle quotidienne. Alors imaginons que 1 mètre sur Terre corresponde à 1 million de kilomètres dans l'espace. On se place alors au bout d'un terrain de football, au niveau des cages. Ensuite, on marche en allant de pas à pas vers la cage adverse. Comme 1 mètre c'est environ un pas, alors chaque pas représenterait 1 million de kilomètres dans l'espace. En avançant sur le terrain, vous parcourriez symboliquement des millions de kilomètres. Si la Terre était située dans des cages que vous venez de quitter, il faudrait non seulement traverser l'entièreté du terrain, mais aussi continuer bien au-delà, pour atteindre le Soleil, qui serait plus loin que les cages adverses. Ça montre à quel point la distance entre la Terre et le Soleil est immense, et même dans une représentation simplifiée. On vient de parler de la distance qui nous sépare du Soleil, qui est notre étoile la plus proche. Mais cette étoile n'est en fait qu'un petit point dans l'immensité de l'univers. Pour parler des grandes distances qu'il y a dans l'univers,
le kilomètre devient inadapté. Il faudrait ajouter tellement de zéros après les chiffres que ça deviendrait illisible. Par exemple, la galaxie d'Andromède, qui est la galaxie spirale similaire à la nôtre la plus proche de nous, se situe à 2,537 millions d'années-lumière, ce qui correspond à environ 2396 suivi de 16 zéros de kilomètres. Alors je vais vous venir, oui, il y a des galaxies plus proches comme celle du Sagittaire, mais ce sont des galaxies naines, rien à voir avec Andromède. Bon là on remarque du coup qu'à ce stade, les kilomètres n'ont plus vraiment de sens. Pour résoudre ce problème, les astronomes ont introduit de nouvelles unités de mesure adaptées à ces grandes échelles. L'une est l'unité astronomique que l'on nomme UA en français. Cette unité correspond à la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, soit d'environ 149,6 millions de kilomètres. C'est donc utile pour mesurer des distances au sein de notre système solaire. Et de la même manière que le kilomètre devient insuffisant pour parler des distances interstellaires. L'étoile la plus proche est à 270 000 UA. On commence déjà à avoir beaucoup de zéros alors que nous sommes qu'avec l'étoile la plus proche de nous. C'est pour ça qu'au-delà de notre système solaire, on utilise une autre unité qui est l'année-lumière. Une année-lumière, ça correspond à la distance que la lumière parcourt en un an. Sachant que la lumière voyage à une vitesse de 299 792 km par seconde, elle parcourt environ 9,46 trillions de kilomètres par an, soit 9,46 suivi de 18 zéros de kilomètres. C'est une distance difficile à appréhender, mais elle est nécessaire pour parler des distances dans l'univers. Par exemple, Proxima Centauri, qui est l'étoile la plus proche de nous après le Soleil, se situe à environ 4,24 années-lumière. Ça représente 40 200 milliards de kilomètres. Une distance inimaginable pour nous. Pourtant, en termes astronomiques, cette étoile est proche. Si on s'éloigne encore davantage pour parler de notre galaxie, la Voie lactée, les chiffres sont encore plus grands et plus difficiles à imaginer. Notre galaxie, elle, a un diamètre d'environ 100 000 années-lumière. Ça signifie qu'en voyageant à la vitesse de la lumière, il nous faudrait 100 000 ans pour traverser notre galaxie d'un bout à l'autre. Ça nous aide à réaliser que même en restant dans notre propre galaxie, les distances sont presque impossibles à concevoir à notre échelle humaine. Et ça, c'est sans parler des autres galaxies qui peuplent l'univers. Il existe des milliards de galaxies contenant chacune des milliards d'étoiles, toutes éloignées les unes des autres par des distances inimaginables. Bon, vous en faites pas, on va aller bien plus loin par la suite, mais pour vraiment se rendre compte de cet infiniment grand, il faut bien commencer par une échelle qu'on connaît, celle de notre système solaire. Le système solaire est, comme vous le savez sûrement, un ensemble d'objets célestes gravitant autour de notre étoile, le Soleil. La Terre peut nous paraître immense avec ses différents continents et ses océans, mais en fait, il est parfois difficile d'imaginer à quel point elle est relativement petite, comparée à d'autres objets de notre système solaire. Donc au centre de notre système se trouve une étoile, le Soleil. Tout autour de lui gravitent des planètes, chacune ayant ses propres caractéristiques. Avant de quitter notre étoile pour explorer notre système solaire, prenons un instant pour parler de lui. Le Soleil, c'est un type d'étoile naine jaune, bien qu'à nos yeux, il paraît gigantesque. Il représente à lui seul 99,86% de la masse totale de notre système solaire. Ça montre que tous les autres objets, planètes, lunes, astéroïdes, comètes, ne constituent qu'une infime partie de la masse restante. Son diamètre fait environ 1,39 million de kilomètres, soit 109 fois celui de la Terre. Pour vous donner une idée, si on réduisait le Soleil à la taille d'un ballon de football, alors la Terre dans cette échelle aurait une taille d'une tête d'épingle de 2 mm. En plus de ça, le Soleil est assez éloigné, et la petite tête d'épingle à côté, que représente la Terre, serait située à 30 mètres du ballon. La température à la surface de notre étoile atteint les 5500 degrés Celsius. Par contre, au cœur du Soleil, là où se produit la fusion nucléaire, la température grimpe aux environs de 15 millions de degrés Celsius. Cette énergie incroyable libérée par le Soleil sous forme de lumière et de chaleur, c'est ce qui permet à la vie d'exister sur Terre. Chaque seconde, le Soleil convertit environ 4,6 millions de tonnes de sa propre masse en énergie. Une réaction qui durera environ encore 5 milliards d'années. En plus de la lumière visible, le Soleil émet des rayonnements tels que les ultraviolets et les rayons X. Bon, heureusement pour nous, ils sont bloqués en grande partie par l'atmosphère terrestre et la magnétosphère. Maintenant qu'on a une meilleure idée de la taille et de l'importance du Soleil, éloignons-nous de lui et partons à la découverte des planètes qui lui tournent autour. Si on part à 0,4 unités astronomiques, UA dont nous avons parlé précédemment, soit environ 58 millions de kilomètres, on rencontrerait la première planète la plus proche du Soleil, Mercure. C'est une petite planète rocheuse. Elle fait 5880 km de diamètre et donc est plus petite que la Terre. Elle est souvent décrite comme une planète brûlante et glaciale à la fois. Et ça, c'est parce que ses températures varient énormément. Plus de 430 degrés Celsius la journée et moins 180 la nuit. Mais allons plus loin, à 0,7 UA du Soleil. Nous rencontrons Vénus. Elle est surnommée la jumelle de la Terre puisqu'elle a une taille similaire. Sauf qu'elle a une atmosphère très dense composée principalement de dioxyde de carbone. Ça entraîne un effet de serre faisant grimper la température à 460 degrés Celsius, ce qui rend Vénus plus chaude que Mercure alors qu'elle est plus loin du Soleil. En plus de ça, sa densité est 90 fois supérieure à celle de la Terre.
Mais continuons notre voyage à une unité astronomique. C'est donc ici que se trouve notre maison, la Terre. La Terre est la seule planète connue pour abriter la vie, grâce à sa distance idéale du Soleil et à la présence d'eau liquide. Au-delà de la Terre, à 1,5 UA, se trouve Mars, la célèbre planète rouge avec son sol composé d'oxyde de fer. Mars est plus froide que la Terre. Ses températures avoisinent les moins 60 degrés en moyenne. Mais elle attire beaucoup l'attention parce qu'on pense qu'il y a eu de l'eau liquide par le passé et donc peut-être un jour de la vie. Entre Mars et la prochaine planète qui est Jupiter, se trouve une grande région appelée la ceinture d'astéroïdes. Comme son nom l'indique, c'est une grande zone qui a des millions d'astéroïdes. Ces astéroïdes sont des objets rocheux de tailles diverses. Alors contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, cette ceinture n'est pas une zone dangereuse remplie de rochers serrés, comme on le voit dans certains films. En réalité, les astéroïdes sont espacés de plusieurs centaines de milliers de kilomètres les uns des autres. Le plus grand de ces astéroïdes est Cérès, qui mesure environ 950 km de diamètre. D'ailleurs, Cérès est tellement grand qu'il est officiellement classé comme une planète naine. Vesta est aussi un grand spécimen. À eux deux, ils concentrent plus de 40% de la masse totale de la ceinture. Mais la ceinture d'astéroïdes contient aussi des objets beaucoup plus petits, certains ne faisant que quelques mètres de diamètre. Ces astéroïdes sont en fait les restes d'un processus qui ne s'est jamais achevé. Ils auraient pu former une planète. Mais à cause de la forte influence gravitationnelle de Jupiter, ça ne s'est pas produit. Ensuite, si on continue notre trajet après cette ceinture et qu'on part encore plus loin, à 5,2 unités astronomiques, eh bien on pourra voir Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire. Jupiter est une géante gazeuse, avec un diamètre de 143 000 km, soit plus de 11 fois celui de la Terre. Alors à ce moment-là, on est très loin du Soleil. Et pour vous faire rendre compte d'à quel point notre Soleil est petit, eh bien on peut imaginer prendre l'étoile Bételgeuse, qu'on peut voir dans le ciel d'ailleurs en ce moment et qui est située dans la constellation de l'Orion. Imaginons qu'elle soit à la place du Soleil et qu'elle soit placée au centre de notre système solaire. Eh bien, elle engloutirait toutes les planètes jusqu'ici, jusqu'à Jupiter, et peut-être même plus loin, jusqu'à Saturne. D'ailleurs, à 9,5 UA du Soleil, nous trouvons Saturne, une autre géante gazeuse célèbre pour ses magnifiques anneaux composés de glace et de roches. C'est la planète qui possède le plus de lunes. On en connaît 145. Elle est légèrement plus petite que Jupiter, avec un diamètre de 120 000 km, mais reste impressionnante avec ses anneaux visibles par des télescopes amateurs. Et là, on commence à entrer petit à petit vers notre voyage vers l'infiniment grand. On s'éloigne de la Terre et on commence à avoir une magnifique vue sur notre système solaire. Nous sommes à 19,2 unités astronomiques, là où se trouve Uranus, une géante de glace. Elle peut atteindre moins 224 degrés Celsius, ce qui en fait l'une des planètes les plus froides de notre système solaire. Et enfin, si on continue notre périple à près de 30,1 unités astronomiques, eh bien, on va croiser Neptune, la dernière planète géante gazeuse. Ses vents sont connus pour être extrêmement violents et peuvent atteindre près de 2000 km/h. Neptune est aussi d'un bleu profond en raison de la présence de méthane dans son atmosphère, lui donnant cette couleur un peu unique. Finalement, en s'éloignant du Soleil, on a pu rencontrer des planètes aux caractéristiques fascinantes, chacune unique et différente de la Terre. Et pourtant, ce n'est que le début. Notre exploration ne fait que commencer. Et oui, parce qu'au-delà de ces planètes, d'autres mystères attendent à la périphérie de notre système solaire. Après Neptune, qui marque la limite des planètes principales de notre système solaire, commence une région mystérieuse et fascinante. La première zone que l'on rencontre est la ceinture de Kuiper. Elle est située juste après Neptune, entre environ 30 et 50 unités astronomiques du Soleil, soit 4,5 à 7,5 milliards de kilomètres. Cette région contient plein de corps glacés, principalement de comètes, des astéroïdes et des objets transneptuniens. Les objets qui peuplent la ceinture de Kuiper sont souvent comparés à des restes gelés de la formation du système solaire. Parmi eux, on trouve des objets célèbres comme Pluton. Autrefois, elle était classée comme une planète et maintenant, elle est considérée comme une planète naine. Pluton n'est pas la seule dans cette ceinture. Elle partage cette région avec d'autres planètes naines comme Eris ou même Haumea. Sa masse totale est estimée entre 20 et 200 fois celle de la ceinture d'astéroïdes dont on a parlé tout à l'heure. Plus loin encore, après la ceinture de Kuiper, on atteint les confins de notre système solaire, là où se situe le fameux nuage d'Oort. Ce nuage est une immense sphère hypothétique d'objets glacés qui entourerait notre système solaire à une distance gigantesque. Il irait de 2000 UA jusqu'à près de 100 000 UA, soit presque 1,5 années-lumière du Soleil. Contrairement à la ceinture de Kuiper qui est relativement plate et en forme de disque, le nuage d'Oort serait une structure sphérique. Aucune observation directe de ce nuage n'a été réalisée, mais grâce aux orbites des comètes, on pense qu'elles proviendraient toutes de cet endroit. Finalement, après ce nuage, la frontière véritable du système solaire est difficile à définir précisément. Au-delà du nuage d'Oort, l'influence gravitationnelle du Soleil devient très faible et finit même par être dominée par celle des autres étoiles. Et oui, parce que le Soleil émet un flux de protons et d'autres particules chargées, ce qu'on nomme le vent solaire. Ce vent solaire s'étend dans toutes les directions et forme une sphère quasi parfaite. Cette zone d'influence du vent solaire se nomme l'héliosphère. Si on se mettait à la place des particules,
on subirait une baisse énorme de notre vitesse, vers 80 et 100 UA du Soleil. On atteindrait alors une vitesse subsonique, ce qu'on appelle le choc terminal. On entrerait alors dans une partie qu'on nomme l'héliogène. Ensuite, à environ 121 UA du Soleil, on franchirait l'héliopause, qui est une région où le vent solaire cesse d'être dominant face au vent interstellaire, provenant des autres étoiles. On entre ainsi dans le milieu interstellaire. C'est là qu'on pourrait dire comme étant la fin de notre système solaire. C'est donc un vide presque absolu, parsemé de gaz et de poussière provenant de notre galaxie. La sonde spatiale la plus éloignée de l'humanité est jamais envoyée est Voyager 1. On l'a lancée en 1977 et elle a traversé plusieurs parties du système solaire. Elle a étudié des planètes géantes comme Jupiter, Saturne, avant de continuer son voyage vers l'inconnu. Aujourd'hui, Voyager 1 se trouve à une distance de près de 24 milliards de kilomètres, soit environ 160 unités astronomiques de la Terre. C'est actuellement l'objet fabriqué par l'homme le plus éloigné dans l'espace. En 2012, soit 35 ans après son départ, Voyager 1 a franchi une étape historique, en entrant dans l'espace interstellaire et donc en quittant l'héliosphère, le 25 août 2012. Elle continue de transmettre des données, même si les signaux prennent plus de 21 heures pour atteindre la Terre. Alors après, on dit que c'est la fin de notre système solaire, soit par rapport à son rayonnement, soit par rapport à sa gravité, puisque l'influence gravitationnelle du Soleil s'étend jusqu'au nuage de Oort, donc c'est très loin dans l'espace. Maintenant que nous entrons dans le milieu interstellaire, on est libre de voyager vers les autres étoiles et les autres systèmes planétaires et stellaires. Donc des systèmes avec des planètes qui tournent autour de leur propre étoile, mais aussi des résidus de poussière. Bien évidemment, chaque système est différent des autres. Certains systèmes ont, comme dit précédemment, une étoile au centre qui peut être des milliers de fois plus grande que notre Soleil. Il existe même parfois des systèmes où deux étoiles gravitent ensemble. Ces systèmes, dont le nôtre, sont dispersés dans cette immense structure qu'on appelle une galaxie. Notre planète Terre et notre système solaire se trouvent dans une galaxie appelée la Voie lactée. Ça, vous le savez. Elle contient plusieurs milliards de systèmes solaires. Si vous vivez à la campagne, loin de toute pollution lumineuse, et que vous observez le ciel, vous verrez une grande traînée lumineuse en arc de cercle. C'est justement une partie de notre galaxie, vue de l'intérieur. La Voie lactée est une galaxie spirale barrée et mesure près de 100 000 années-lumière. Elle contiendrait entre 200 et 400 milliards d'étoiles plus ou moins grosses que notre Soleil, chacune entourée potentiellement d'une planète. Parmi elles se trouve notre système solaire, avec ses 8 planètes. Il n'est qu'un point minuscule dans cette immensité. Le diamètre de la Voie lactée est donc environ 8 millions de fois plus grand que celui de notre système solaire. Autrefois, les penseurs nous considéraient au centre de notre système solaire, et nous avons expliqué plus tôt que ce n'était pas le cas. Et bien désormais, il faut aussi savoir que notre système solaire n'est pas non plus au centre de la galaxie. En réalité, nous sommes en périphérie de la Voie lactée, à environ 27 000 années-lumière du centre galactique. Notre système solaire orbite lentement autour du centre à une vitesse d'environ 828 000 km/h, mais il lui faut environ 225 millions d'années pour faire un tour complet. Selon le cycle, est appelé une année galactique. Depuis la formation de la Terre, il y a environ 4,5 milliards d'années, notre système solaire n'a fait qu'environ 18 tours de la galaxie. Autrement dit, on a tout juste atteint la majorité à l'échelle galactique. Comme mentionné plus tôt, la Voie lactée est une galaxie spirale barrée. Ça signifie qu'elle possède un noyau central dense, appelé bulbe, entouré de bras qui s'étendent en spirale. Et on se situe là, dans une région relativement calme, dans un des nombreux bras spiraux de la galaxie. Ce bras est appelé bras d'Orion. Et ce n'est pas l'un des plus grands ni des plus denses, mais il contient de nombreuses étoiles et de systèmes solaires similaires aux nôtres. Les bras spiraux de la Voie lactée contiennent des étoiles, du gaz, des nébuleuses, des planètes et des systèmes solaires, en rotation constante autour du centre galactique. La forme en spirale de la Voie lactée s'explique par la dynamique gravitationnelle qui régit les galaxies. La matière de la galaxie, attirée par le centre, est aussi en rotation. Ce phénomène crée des bras en spirale au fur et à mesure que les étoiles se forment, évoluent et se déplacent. Ces bras spiraux sont des zones de forte densité de gaz, ce qui permet la formation régulière de nouvelles étoiles, souvent dans des régions de nébuleuses. Ça donne à la Voie lactée une apparence dynamique en perpétuel mouvement. Les bras spiraux donnent un contraste fascinant entre les régions internes et externes de la galaxie. Vers le centre, on trouve une région plus dense, avec plus de matière et des étoiles plus anciennes. En s'éloignant vers les régions extérieures, on arrive dans des zones plus chaotiques, propices à la formation de nouvelles étoiles. Le bulbe central est un amas sphérique d'étoiles anciennes, de gaz et de poussière concentrées autour d'un point central. Ce bulbe est entouré d'une barre d'étoiles qui s'étend de chaque côté, ce qui donne à la Voie lactée son qualificatif de spirale barrée. La barre centrale, composée principalement d'étoiles plus vieilles, joue un rôle important dans la distribution de matière vers les bras spiraux. Au centre de cette galaxie en spirale, il y a l'un des objets les plus mystérieux et fascinants de l'univers, un trou noir supermassif qu'on appelle Sagittarius à étoiles. Ce trou noir a une masse estimée à environ 4 millions de fois celle du Soleil. Et un trou noir, c'est une région dans l'espace où la gravité est tellement intense que rien, même pas la lumière, ne peut s'en échapper.
C'est pour ça qu'il est invisible, mais on peut quand même observer ses effets gravitationnels sur les étoiles et les gaz qui l'entourent. En gros, autour de Sagittarius à étoile, les étoiles les plus proches ont une gravité extrême et se déplacent à des vitesses incroyables, atteignant des millions de kilomètres par heure. Ces observations de vitesse énormes ont permis de confirmer la présence de ce trou noir, même si on ne peut pas le voir à l'œil nu. Donc au final, on observe la présence d'un trou noir grâce à son influence qu'il a sur les objets autour. Mais ce trou noir n'est pas le seul dans la Voie lactée. En fait, il y a probablement des millions, voire même des milliards de trous noirs stellaires disséminés à travers la galaxie. Ces trous noirs sont formés par l'effondrement d'étoiles massives en fin de vie. Mais la Voie lactée ne se compose pas uniquement d'étoiles, de planètes ou de trous noirs. On y trouve aussi plein d'objets fascinants. Même si notre étoile est essentielle pour nous, c'est une étoile relativement petite par rapport à d'autres types d'étoiles. Par exemple, il y a les naines rouges. Ce sont les étoiles les plus communes dans notre galaxie. Elles sont petites, de faible luminosité et ont une masse d'environ 30 à 50% celle du Soleil. Ces étoiles ont une température de surface plus basse, ce qui leur donne cette couleur rougeâtre. Elles vivent très longtemps, plusieurs milliards d'années. À l'autre extrême, on a les géantes bleues. Ces étoiles-là sont beaucoup plus massives et lumineuses que le Soleil, souvent plusieurs fois plus grandes. Leur température de surface est très élevée, ce qui leur donne une couleur bleue éclatante. Mais leur durée de vie est beaucoup plus courte. Elles ne vivent que quelques millions d'années tout au plus. Ensuite, il y a les supernovas, des explosions d'étoiles en fin de vie. Ces événements sont parmi les plus fascinants de l'univers et peuvent temporairement briller plus fort que toute une galaxie. Les supernovas, elles jouent un rôle clé dans la formation des éléments lourds, qui seront ensuite recyclés dans de nouvelles étoiles et planètes. Et après l'explosion d'une supernova, il peut se former des étoiles à neutrons. Ces étoiles sont hyper denses, composées presque entièrement de neutrons et ont des champs gravitationnels très puissants. On peut aussi trouver des systèmes binaires où deux étoiles orbitent autour d'un centre de gravité commun. Et si on parle désormais des planètes, elles sont aussi très variées, en taille et en composition, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a des planètes telluriques comme la Terre et Mars, qui sont rocheuses. Puis, il y a des géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne qui sont principalement composées de gaz. Notre galaxie contient aussi de nombreux nuages de gaz et de poussière qu'on appelle des nébuleuses. Ces nébuleuses sont des endroits où les gaz et la poussière se rassemblent, créant des conditions favorables à la formation d'étoiles. Et oui, parce que dans ces nuages, la gravité peut devenir assez forte pour provoquer l'effondrement de certaines zones. Ces effondrements mènent à la naissance de nouvelles étoiles. Les nébuleuses sont souvent des lieux magnifiques, brillants de couleurs vives quand elles sont éclairées par des étoiles qui naissent à l'intérieur. On peut donc dire que les galaxies sont un véritable mélange de diversité, avec des étoiles, des planètes, des nébuleuses et plein d'autres objets fascinants. Mais partons bien plus loin. Voyons plus loin encore, plus grand. Nous sommes minuscules par rapport à tout ça, juste par rapport à notre galaxie. Mais on est encore plus petit par rapport à ce qui nous entoure, qui est encore bien plus grand que notre galaxie. Il y a des milliards de galaxies comme la nôtre, avec des structures différentes de la nôtre. Ces galaxies sont classées de différentes catégories selon leur forme et leur évolution. Les trois principaux types de galaxies que nous observons sont les galaxies spirales, les galaxies elliptiques et les galaxies irrégulières. On va voir les galaxies spirales comme la Voie lactée. Ces galaxies possèdent une forme caractéristique avec des bras en spirale qui s'étendent à partir d'un noyau central dense. Ces bras sont souvent riches en gaz et en poussière. C'est exactement ce qu'il faut pour créer des étoiles. Les interactions entre galaxies peuvent également influencer la formation de ces bras spiraux. Je vous parle là des collisions entre les galaxies, parce que ça arrive tout le temps. Par exemple, la galaxie d'Andromède dont on a parlé tout à l'heure entrera en collision avec la nôtre, et ce sera d'ici 4,6 à 5 milliards d'années. Par contre, quand on parle de collision entre galaxies, faut pas croire que ça fait un gros boom avec tout qui va se percuter. En fait, les galaxies ne se percutent pas de manière catastrophique, pas comme des voitures sur une route. Les étoiles et les planètes qui composent chaque galaxie sont tellement éloignées les unes des autres qu'elles ne se percutent presque jamais. Dans cette fameuse collision, les deux grandes galaxies commenceront par interagir gravitationnellement au fur et à mesure qu'elles se rapprocheront. Leurs champs gravitationnels respectifs provoqueront des déformations dans leur structure. C'est ce qui va entraîner des changements dans la dynamique des étoiles et du gaz. Dans le cas de la Voie lactée et d'Andromède, ce processus devrait prendre plusieurs milliards d'années. Et donc, une fois que les galaxies seront très proches, en gros, elles passeront l'une à travers l'autre. Avec la force gravitationnelle, elles se traverseront puis s'éloigneront un petit peu pour ensuite être réattirées l'une vers l'autre, comme un effet boomerang. Pendant le premier passage, des étoiles et du gaz seront échangés entre les deux galaxies, créant des régions de formation d'étoiles intenses. Elles vont ensuite passer plusieurs fois l'une à travers l'autre pour, à la fin, ne former qu'une seule galaxie. Et oui, parce qu'après plusieurs passages, la gravité continuera d'attirer les deux galaxies l'une vers l'autre, provoquant finalement une fusion. Cette fusion se produira sur une période d'environ 2 milliards d'années. Le résultat de cette collision sera une galaxie elliptique géante. Il faut aussi noter qu'après cette fusion, les galaxies continueront d'évoluer pendant des milliards d'années, influencées par d'autres interactions galactiques. Ensuite, il y a les galaxies elliptiques. Elles sont généralement composées d'étoiles plus anciennes et de très peu de gaz, ce qui limitera donc la formation de nouvelles étoiles.
La couleur de ces galaxies est d'ailleurs souvent plutôt rouge, ce qui est le signe de la présence d'étoiles vieillissantes. Les galaxies elliptiques se forment souvent par fusion de plusieurs galaxies spirales, comme ce qu'on vient de dire avec Andromède et la nôtre. Et lors de ces collisions, à cause des forces gravitationnelles, le gaz et la poussière des galaxies originales peuvent être éjectés en dehors des galaxies. Ça va donc laisser place à une population d'étoiles beaucoup plus anciennes. Et donc les galaxies elliptiques sont souvent plus massives que leurs homologues spirales, mais moins actives sur le plan de formation d'étoiles. Et dans le troisième cas, on a les galaxies irrégulières. Comme son nom l'indique, elles n'ont pas de forme définie et présentent souvent des structures chaotiques. Elles sont généralement riches en gaz et en poussière, ce qui favorise la formation d'étoiles. Par exemple, quand une galaxie a une masse trop faible, la spirale peut se défaire et créer une galaxie irrégulière. Elles peuvent être aussi dues à une collision entre deux galaxies massives. Cette collision va en fait éjecter des étoiles et il en restera une galaxie irrégulière et non que due à cette collision. Et quand on dézoome, on peut parfois voir que ces galaxies se regroupent, liées par la gravité. C'est ce qu'on appelle des amas de galaxies. Un amas de galaxies peut contenir des centaines, voire même des milliers de galaxies. Ces structures sont des composants essentiels de la grande échelle de l'univers et peuvent varier en taille. Le groupe local, par exemple, est un amas de galaxies qui comprend la Voie lactée et la galaxie d'Andromède dont on a parlé tout à l'heure. Mais il contient environ 54 autres galaxies naines. Cet amas s'étend sur environ 10 millions d'années-lumière. À une échelle plus vaste, nous avons le super amas de la Vierge, qui contient le groupe local, donc nous, ainsi que de nombreux autres amas de galaxies. Ce super amas est immense, et il s'étend sur environ 110 millions d'années-lumière, et abrite plus de 1500 galaxies. Ça montre encore une fois que même notre galaxie, qui nous paraissait immense, n'est finalement rien par rapport à tout ce qu'on trouve dans l'univers. Et vous n'imaginez pas à quel point nous venons de dézoomer en quelques secondes. Tout ce que je vous expliquais avant nous amène ici. On est suffisamment loin, à plusieurs centaines de millions d'années-lumière de la Terre, pour pouvoir observer ces 1500 galaxies que contient ce super amas de la Vierge. Mais nous ne sommes pas encore assez loin, puisqu'il faut encore dézoomer. Ces super amas de galaxies sont reliés par de vastes filaments de matière qui forment un réseau complexe dans l'univers. Pour être plus précis, l'univers a une structure spécifique qui relie ces galaxies. Il est organisé en réseaux de filaments et de vides cosmiques. Les filaments sont des chaînes de galaxies et d'amas de galaxies qui s'étendent sur des distances inconsidérables. Ils peuvent atteindre des millions d'années-lumière de long. Ces réseaux sont souvent entourés de régions vides où peu de galaxies sont présentes. On peut donc imaginer ça comme une sorte de toile d'araignée où les tissages représentent des endroits avec de la matière et donc les amas de galaxies. Ce qu'il y a entre chaque tissage, c'est simplement du vide. Mais il existe des structures encore plus grandes. Ce sont des murs galactiques qui sont des gigantesques amas de galaxies s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière. Par exemple, le Grand Mur de Sloan est une de ces structures immenses. Il s'étend sur environ 1,4 milliard d'années-lumière, ce qui en fait l'une des plus grandes structures cosmiques connues. Les murs de galaxies délimitent et séparent ces vides et illustrent la manière dont la gravité organise la matière à grande échelle. Les vides cosmiques peuvent mesurer jusqu'à 100 millions d'années-lumière de diamètre et représente environ 80% du volume de l'univers. Mais il y en a un autre, le Grand Mur d'Hercule, couronne boréale. Celui-ci a une taille d'environ 10 milliards d'années-lumière. Autant vous dire que notre cerveau humain, limité à nous représenter à la grandeur de la Tour Eiffel, aura du mal à nous représenter ce mur gigantesque. Un immense amas de filaments galactiques qui s'étend très loin à gauche et très loin à droite. Nous sommes arrivés à la plus grande structure de l'univers. Mais on peut encore dézoomer. La formation de ces structures gigantesques est le résultat de l'évolution de l'univers après le Big Bang. Au fur et à mesure que l'univers s'étendait, la matière se rassemblait sous l'influence de la gravité. C'est justement ça qui nous a permis de former des structures qui ressemblent à un immense réseau de filaments. On vient de parler de ce qu'on voit dans l'univers, mais il y a un petit hic, le temps. Je m'explique. Les objets que nous observons dans l'univers, on les voit grâce à la lumière qu'ils émettent. Mais cette lumière met du temps à nous parvenir. Prenons l'exemple du Soleil. La lumière qu'il émet met environ 8 minutes à arriver jusqu'à nous. Donc, quand on regarde le Soleil dans le ciel, on ne le voit pas tel qu'il était à l'instant même, mais tel qu'il était il y a 8 minutes. Ça, c'est pour un objet relativement proche. Maintenant, imaginons qu'on observe des objets beaucoup plus lointains, comme des galaxies. La lumière de ces galaxies met beaucoup plus de temps à nous atteindre. Donc, quand on regarde des objets lointains, on les voit tels qu'ils étaient par le passé, à l'époque où cette lumière a été émise. Pour être plus clair, on peut imaginer un bébé qui est né à une distance de 10 années-lumière de nous. La lumière émise par ce bébé au moment de sa naissance ne nous parviendra que 10 ans plus tard. Alors quand nous, on verra cette lumière, ce bébé aura déjà 10 ans. Mais nous, on le verra toujours comme un nourrisson. C'est un peu comme une photo qui arrive en retard. Ce phénomène explique pourquoi, quand on observe les galaxies lointaines, on les voit telles qu'elles étaient par le passé, et non telles qu'elles sont maintenant. Ce décalage est dû à la distance que la lumière doit parcourir pour arriver jusqu'à nous. Mais je peux aussi vous dire que l'univers que nous observons n'est pas complet. On sait en fait qu'il est en expansion. On vient d'expliquer que la région que nous pouvons observer dépend du temps que la lumière a mis
pour nous parvenir depuis le Big Bang. Ce Big Bang s'est produit il y a environ 13,8 milliards d'années. C'est l'âge qu'a notre univers. Donc la lumière la plus ancienne que nous pouvons observer a voyagé pendant 13,8 milliards d'années avant de nous atteindre. Mais à cause de l'expansion de l'univers, les objets qui ont émis cette lumière il y a 13,8 milliards d'années sont aujourd'hui beaucoup plus éloignés que ce qu'ils n'étaient au moment où ils ont émis cette lumière. L'univers ne cesse de s'étendre. Donc même pendant que cette lumière voyage, les galaxies qui l'ont émise continuent de s'éloigner. C'est pour ça que le diamètre de l'univers est en fait d'environ 90 milliards d'années-lumière et non juste 13,8 milliards d'années-lumière, parce qu'on prend en compte l'expansion. Donc même si la lumière a voyagé pendant 13,8 milliards d'années, l'expansion a étiré ces distances. Les objets que nous voyons comme étant la limite de cet horizon sont maintenant beaucoup plus loin que 13,8 milliards d'années-lumière. C'est ce qu'on appelle l'horizon de l'univers observable. Donc finalement, l'univers observable, c'est comme si on avait une bulle autour de nous. Cette bulle représente tous les objets qui ont pu nous parvenir depuis sa naissance. Tout ce qui est en dehors de cette bulle, on ne peut pas la voir, parce que la lumière n'a pas encore eu le temps de voyager jusqu'à nous. Mais au-delà ne veut pas dire que l'univers s'arrête. Mais bien au contraire, il est probable qu'au-delà de cette limite existent d'autres galaxies, d'autres étoiles, et même des structures beaucoup plus complexes. La partie qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on appelle l'horizon cosmique. Et ce qui se cache derrière est un grand mystère. Est-ce que l'univers est complètement infini ou simplement immense? Les cosmologistes envisagent deux principales possibilités concernant la forme de l'univers. Il pourrait être infini s'étendant à l'infini sans aucune limite. Mais il est aussi possible que l'univers ait une forme courbée. Dans ce cas, ça signifierait qu'il est fini, mais sans bordure. C'est un peu comme la surface d'une sphère. Tu pourrais voyager dans une direction donnée et revenir à ton point de départ. Dans cette hypothèse, la notion de ce qui se trouve au-delà devient difficile à définir. Car si l'univers se replie sur lui-même, alors il n'y aurait pas de véritable extérieur. Ça complexifie donc la compréhension de ce qu'il y aurait au-delà de tout ce qu'on pourrait observer. On vient donc de parler de tout ce qui est visible et observable, et même ce qu'il pourrait y avoir dans des régions que nous n'avons pas encore accès. Mais le plus fascinant dans tout ça, c'est que ce que nous observons, que ce soit des planètes, des étoiles, des galaxies, de la poussière, etc., ne représente en réalité qu'une partie de la composition de l'univers. Cette matière visible constitue qu'environ 5% de la composition totale de l'univers. Les 95% restants sont deux éléments, la matière noire et l'énergie noire. Ces composantes invisibles jouent un rôle fondamental dans la structure et l'évolution de l'univers, mais leur nature reste en grande partie incomprise. La matière noire aide à maintenir les galaxies ensemble et influence la manière dont elles se déplacent dans l'espace. Mais on cherche toujours à comprendre sa nature exacte. De quoi est-elle faite? L'énergie noire, quant à elle, semble représenter environ 70% de l'univers et serait responsable de l'accélération de l'expansion de celui-ci. La matière noire, c'est une forme de matière qui n'interagit pas avec la lumière, ce qui la rend donc impossible à observer directement. On déduit alors son existence en observant ses effets gravitationnels sur la matière visible. Les galaxies, par exemple, elles tournent beaucoup trop vite qu'elles devraient théoriquement se disloquer, si elles n'étaient pas maintenues par une force gravitationnelle supplémentaire. C'est cette force qu'on attribue à la matière noire. La première preuve de l'existence de la matière noire a été observée par l'astronome Fritz Zwicky dans les années 1930. Il a étudié le mouvement de galaxies dans l'amas de Coma et il a constaté que la masse visible n'était pas suffisante pour expliquer la gravité nécessaire à maintenir les galaxies ensemble. Cette observation a été l'un des premiers indices de la présence d'une matière qui ne pouvait être directement détectée. Et depuis, de nombreuses autres observations sont venues confirmer cette hypothèse. Par exemple, le phénomène de l'antigravitationnel est une preuve de la présence de cette matière. Bon, vous le savez sans le savoir, mais un amas de galaxies possède une masse très importante. Cette masse comprend à la fois la matière visible et une grande quantité de matière noire. Et depuis le début du XXe siècle, la théorie de la gravitation à l'échelle des galaxies est expliquée par la relativité générale. En 1915, Albert Einstein a démontré qu'une masse déforme l'espace-temps, courbant ainsi l'espace autour d'elle. Lorsqu'un objet se trouve derrière une grande masse, comme un amas des galaxies, la lumière qu'il émet ne voyage plus en ligne droite, mais suit une trajectoire courbée par la gravité. Ça permet donc de voir des objets qui sont situés derrière un amas de galaxies massif, mais on va les voir déformés. Cette déformation visuelle est appelée l'antigravitationnel. Et c'est grâce à cet effet qu'on observe des galaxies normalement spirales ou elliptiques sous des formes déformées, qu'on appelle arcs gravitationnels. Et cette déformation de l'image nous permet de dire qu'il y a une grande masse et donc de la matière noire. Et on peut démontrer sa présence d'une autre manière. Par exemple, en observant les étoiles se déplaçant à l'intérieur d'une galaxie. On constate que les étoiles situées au bord de la galaxie tournent à des vitesses beaucoup plus élevées que ce que la masse visible d'une galaxie pourrait expliquer. Ça indique donc la présence d'une quantité significative de matière non détectée, soit de la matière noire, qui exerce une force gravitationnelle supplémentaire. Et les simulations informatiques d'ailleurs des formations galactiques montrent aussi que la matière noire est essentielle pour reproduire l'univers tel que nous l'observons aujourd'hui. Sans elle, la structure à grande échelle de l'univers
ne pourrait exister. Alors que l'énergie noire, elle, c'est une force mystérieuse qui semble être la responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. Cette découverte, on l'a fait dans les années 1990 grâce à l'étude des supernovas lointaines. Ces supernovas, qui sont des explosions d'étoiles massives en fin de vie, sont utilisées comme des indicateurs de distance. En mesurant leur luminosité apparente, on voit que les supernovas lointaines sont moins lumineuses que prévu, ce qui indique que l'univers est en expansion accélérée. Ça a amené les scientifiques à conclure que quelque chose appelé énergie noire agit contre la gravité pour propulser cette expansion. Comme on l'a dit tout à l'heure, environ 70% de la densité totale de l'univers serait constituée de cette énergie noire. Et l'énergie noire semble agir de manière opposée à la gravité, provoquant une poussée qui fait que les galaxies s'éloignent les unes des autres à un rythme croissant. Et cette accélération a soulevé des questions profondes sur la nature de l'espace et du temps, mais aussi sur l'évolution future de l'univers. Mais si vous souhaitez plus de détails sur le sujet, eh bien, je vous laisse voir mon documentaire sur l'énergie noire, il est juste ici. Et allez vous abonner à la chaîne Zebroleo si ça vous enchante, on fait des vidéos drôles, etc., qui se trouvent juste ici. Si vous souhaitez aider financièrement la chaîne et que cette vidéo vous a plu, le lien se trouve en description. Merci à tous, je vous aime, c'était Zebrolos, bye.